Donc, je vais passer la parole maintenant au deuxième présentateur de la session, qui est Victor de Sauge. Il a réalisé son doctorat sur les images photochromatiques de Becquerel au Centre de recherche sur la conservation. Et il réalise actuellement un postdoc au CICRP à Marseille sur la reconversion de pigments noircis par l'emploi d'un laser. Donc, merci, Victor. Bonjour à toutes et à tous. Je vais rapidement introduire le débat qui a eu lieu au 19e autour de l'origine de ces couleurs, avant de vous présenter le plan de cette communication. Au 19e, le débat sur l'origine des couleurs des images photochromatiques est polarisé autour de deux hypothèses. La première, l'hypothèse pigmentaire, est formulée par Abney et fait intervenir un changement du degré d'oxydation de la couche colorée lors de l'étape d'exposition. La seconde, l'hypothèse interférentielle, est formulée par Zenker et testée expérimentalement par Wiener. Elle implique des couches régulièrement espacées d'argent photolytique dans le volume de la couche sensible. Depuis la fin du 19e, ces deux hypothèses ont été très peu discutées, l'hypothèse interférentielle ayant été communément admise. En 2014, toutefois, deux laboratoires s'intéressent à la question, et tandis que Céline Dupont et al. Formulent une hypothèse faisant intervenir des complexes de cuivre colorés, le Centre de recherche sur la conservation commence à formuler une hypothèse plasmonique. Voici donc la démarche expérimentale que nous avons suivie lors de ma thèse et qui constitue le plan de cette présentation. Dans un premier temps, le procédé Becquerel a été répliqué en laboratoire en vue de réaliser des échantillons colorés que nous puissions analyser. Pour tester l'hypothèse pigmentaire, nous avons déterminé la composition chimique d'échantillons de différentes couleurs. Et pour tester l'hypothèse interférentielle, nous avons étudié la morphologie de ces échantillons en microscopie électronique, en vue plane et sur la tranche. Je ne mobiliserai aujourd'hui qu'une partie des résultats que nous avons obtenus, et je me concentrerai par la suite sur l'étude des nanoparticules présentes dans ces échantillons, qui nous a amenés à formuler l'hypothèse plasmonique. Le procédé comporte trois étapes. Premièrement, la préparation d'une plaque d'argent similaire à celles qui sont utilisées pour les daguerréotypes. La plaque peut être sensibilisée par l'une des deux méthodes décrites par Becquerel, que nous avons appelée la méthode électrochimique et la méthode par immersion. Les couches sensibles créées lors de cette étape sont roses plus ou moins claires et donnent une reproduction positive de la lumière incidente lors de l'étape d'exposition. Aucune étape de développement n'est requise. En laboratoire, nous avons utilisé des plaquettes de laiton plaqué argent qui, une fois sensibilisées, ont été exposées grâce à une lampe xénon équipée de filtres à bande passante étroite pour donner différentes couleurs. Pour étudier la composition chimique de ces échantillons, nous avons mis en œuvre plusieurs techniques d'analyse, dont l'HAX-PES au synchrotron soleil. Cette technique est semblable à l'XPS, X-Ray Photoemission Spectroscopy, mais utilise la source de rayons X plus intense et plus énergétique qu'est le rayonnement synchrotron. Nous avons donc mesuré les bandes de valence d'échantillons colorés que je vous présente ici comparées à celles de l'argent métallique. Nous avons constaté qu'elles sont similaires à celles du chlorure d'argent mesuré par Mason. Le léger décalage étant attribué à une différence d'épaisseur sensibilisée et à des effets de charge lors de la mesure, nous avons conclu que ces bandes de valence sont toutes similaires. Ces résultats sont en cohérence avec d'autres analyses en XPS de laboratoire et en spectroscopie d'absorption des rayons X. Ils montrent qu'il n'y a pas de différence de composition chimique entre les échantillons colorés et ils invalident donc l'hypothèse pigmentaire sur l'origine des couleurs. Afin de tester la seconde hypothèse, l'hypothèse interférentielle défendue par Zenker et Wiener, nous avons étudié la morphologie des couches sensibles et colorées. Pour cela, nous avons réalisé des échantillons dans lesquels la feuille d'argent a été intégralement sensibilisée par électrochimie, que nous avons étudié en microscopie électronique en transmission à balayage, ou STEM, ce qui permet d'obtenir de forts grandissements ainsi qu'un contraste chimique. Voici une vue à faible grandissement d'une couche sensibilisée colorée en bleu. À plus fort grandissement, nous avons constaté la présence de nanoparticules apparaissant plus claires, dont nous avons fait des cartographies EDX. De ces cartographies, nous avons déduit que les grains apparaissant en gris sont composés d'argent et de chlore, et que les nanoparticules apparaissant en blanc sont uniquement composées d'argent.
Grâce aux résultats d'analyse chimique, nous avons donc attribué les grains de taille micrométrique à du chlorure d'argent et les nanoparticules de taille allant de 10 à 150 nanomètres à de l'argent métallique. Nous les avons étudiés et avons constaté que de très nombreuses nanoparticules mesurant moins de 50 nanomètres se localisent principalement dans les grains de chlorure d'argent, que quelques-unes plus grosses se situent en bord de grain et que de rares nanoparticules, de taille généralement inférieure à 10 nanomètres, se situent au joint de grain. Ces nanoparticules forment des cortèges dispersés dans le volume des couches sensibles et colorées, et non des plans d'argent photolytique régulièrement espacés comme postulé par Zenker. L'absence de structure périodique dans le volume des couches nous a donc conduit à invalider l'hypothèse interférentielle de Zenker et Wiener. L'étude des nanoparticules a toutefois révélé un fait intéressant. Nous nous sommes intéressés à leur distribution de taille, et notamment à la variation de distribution de taille par rapport à un échantillon sensible. Les quantités qui sont affichées sur ces histogrammes représentent donc l'apparition pour les quantités positives ou la disparition pour les quantités négatives de nanoparticules de différentes gammes de taille lors de l'étape d'exposition. Lors de l'exposition à la lumière bleue, une grande quantité de nanoparticules d'argent de taille inférieure à 40 nanomètres apparaissent. Lors de l'exposition à la lumière jaune, des nanoparticules de taille inférieure à 25 nanomètres apparaissent et des nanoparticules de taille comprise entre 25 et 50 nanomètres disparaissent. Enfin, pour la lumière rouge, la gamme de disparition est comprise entre 30 et 45 nanomètres. Pour résumer, les cortèges de nanoparticules d'argent sont modifiés par l'exposition à la lumière. Des résultats plus précis montrent que les distributions de taille, de forme et de localisation des nanoparticules sont caractéristiques de chaque couleur. Ces résultats nous ont amenés à postuler une origine plasmonique aux couleurs des images photochromatiques dont nous avons montré qu'elles sont composées de grains micrométriques de chlorure d'argent et de nanoparticules d'argent métallique. Dans cette hypothèse, les couleurs seraient dues au cortège de nanoparticules d'argent absorbant la lumière par résonance de placement de surface. Sur ce schéma, les nanoparticules représentées en bleu absorbent le bleu, celles représentées en rouge absorbent le rouge, etc. La couleur résultante dans un échantillon sensible est donc le rose initial. Lors de l'exposition à la lumière, des processus de transfert de charge pourraient avoir lieu dans l'entourage des nanoparticules absorbant la longueur d'onde incidente. La barrière de Schottky entre le chlorure d'argent, un semi-conducteur, et l'argent métallique permettrait de piéger des électrons excités de la nanoparticule dans la bande de conduction du chlorure d'argent. La mobilité des ions Ag+ dans le chlorure d'argent leur permettrait de s'éloigner de la particule et des processus de recombinaison pourraient avoir lieu à une certaine distance, donnant lieu soit à la coalescence au niveau de particules existantes, comme ici dans le cas de la lumière rouge, soit à la formation de nouvelles particules, comme ici dans le cas des lumières bleues et jaunes. Les nanoparticules absorbant initialement la longueur d'onde d'exposition seraient donc modifiées en taille, forme ou localisation, ce qu'on pourrait appeler à la photoadaptation. Au final, elles n'absorberaient plus le rayonnement incident. La couleur résulterait donc de l'absence d'un certain type de nanoparticules dans les échantillons colorés. Autrement dit, l'exposition d'une couche sensible à un rayonnement visible modifie les particules qui l'absorbent. La couche prend donc la couleur du rayonnement, étant donné que le nombre de nanoparticules qui l'absorbent baisse. En guise d'ouverture, je vous présente les dernières mesures effectuées sur ces échantillons, et plus particulièrement dans l'entourage des nanoparticules. Il s'agit d'analyses en spectroscopie de perte d'énergie des électrons, en perte proche ou Hills low loss, effectuées dans un microscope électronique en transmission à balayage. Il s'agit de mesurer les pertes d'énergie subies par les électrons lors de leur traversée de l'échantillon. En cartographiant ces pertes, on a pu obtenir ce genre de résultat. Dans cette gamme d'énergie, les pertes sont dues au placement de surface autour des nanoparticules d'argent. Les énergies des modes de résonance plasmon peuvent donc être déterminées en intégrant les spectres dans les zones concernées. Nous voyons donc ici que cette nanoparticule en bord de grain présente deux modes de résonance, dont l'un, plus intense, situé côté vide de la nanoparticule, à 2,9 eV, ce qui correspond à une absorption dans le bleu, et un, moins intense,
situé côté grain de la nanoparticule à 1,9 électronvolts, ce qui correspond à une absorption dans le rouge. Cette technique pourrait ainsi être appliquée pour l'étude in situ des propriétés plasmoniques des images photochromatiques durant l'étape d'exposition à la lumière. Voilà. Je rappelle que ces résultats ont été obtenus au cours de ma thèse, soutenue en décembre 2018 et qui est donc accessible en ligne. Par ailleurs, 2 publications ont été acceptées dans le Journal of Cultural Heritage et dans Angewandte Chemie. Enfin, dans le cadre du programme doctoral SACRE de l'université PSL, j'ai participé à plusieurs expositions et j'ai proposé à plusieurs artistes de s'emparer du procédé Becquerel. Une exposition intitulée Rétine minérale a eu lieu après ma soutenance, exposition dont le livret est disponible avec ma thèse si ça vous intéresse. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci pour ce très bel exposé. Donc, vraiment, j'ai beaucoup apprécié notamment toutes ces expériences scientifiques sur les nanoparticules de l'argent et les observations qui sont liées qui expliquent les couleurs. Donc, il y a une question, mais je ne sais pas si elle est adressée peut-être à un des 2 présentateurs. Il y a un autre grand inventeur de la photographie couleur à la même époque, Ducos de Oron. Quels étaient les rapports entre ces 2 scientifiques? Est-ce que cet échec de l'image photochromatique n'a pas compromis pendant longtemps l'usage de la couleur en photographie? Il n'y a pas de speaker. Peut-être que Bertrand… Il y a Bertrand. Bertrand peut répondre. Oui. Bertrand, peut-être vous pouvez répondre. Oui, je peux répondre. Je pense que Victor a été déconnecté, enfin, ou elle aurait des problèmes de branche. Oui, alors, c'est une question intéressante qui demanderait des développements un petit peu plus longs. Évidemment, comme l'image couleur disponible, si vous voulez, forcément, ça a retardé son usage. Mais en même temps, ça a permis aux photographes de se familiariser avec la photographie noir et blanc et d'en exploiter toutes les possibilités. Donc, cette aptitude à maîtriser, enfin, cette habitude que les photographes ont appris à maîtriser le noir et blanc a fait que la photographie couleur a mis beaucoup plus de temps à s'intégrer à la pratique photographique. Il faudra attendre la fin du XXe siècle, les années 1970-1980, pour que l'art photographique intègre la photographie couleur. Alors, il y a bien sûr, c'est bien sûr pas la question de l'image photochromatique, mais c'est le décalage qu'il y a eu entre la mise à la disposition d'un procédé couleur et la possibilité de faire de la photographie. Les photographes se sont retournés vers la photographie noir et blanc, qui a été largement utilisée, même quand la photographie est disponible. Les grands photographes, les plus connus dans la photographie artistique, ont continué à utiliser le noir et blanc pour leur photographie artistique et la couleur pour les applications commerciales, pour la publicité, pour la mode. C'est assez intéressant de noter que la couleur, en fait, elle a été un peu méprisée, si vous voulez, par beaucoup de gens, et c'est quelque chose qui, ça remonte même au XVIIe siècle avec la querelle des coloristes, où on donnait la primauté du dessin, du trait, de l'intention, par rapport à la couleur qui paraissait vulgaire. Perdurer aussi en photographie au cours du XXe siècle. Voilà, pour faire bref sur cette question intéressante, mais qui appellera d'autres commentaires, et s'il nous rejoint tout à l'heure, pourra partager son point de vue. Il nous a rejoint, en fait. Ah, bah Victor. Donc, en tout cas, merci à vous deux pour ces très belles présentations. Edmond, je te laisse la parole. Merci, Inde.